Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus nombreuses et nombreux chez Carib ce soir pour la deuxième soirée de la résidence de Léo Henry, qui nous a fait ce grand plaisir de venir, donc, si je ne me trompe, de venir 6 vendredis de suite nous parler de littérature. Et je crois que ceux qui étaient là la semaine dernière savent à quel point c'est fascinant. Donc là, c'est la première soirée donc, où tu as une invitée pour une rencontre croisée, donc, qui est Céline Minard. Céline, qu'on apprécie beaucoup dans cette librairie, qui sont la 3e fois que tu viens. Ah oui. Puisque tu étais venu une fois pour l'occasion de la réédition de Bastard Battle, C'est vrai. pour un concours d'accent normand médiéval assez homérique avec Jean-Jacques Vincenzini. Puis tu es revenu pour parler de western avec Fayard Flingué. Oui. Et voilà, donc là, ce soir, tu es l'invité de Léo, et je ne sais pas ce qu'il a prévu, moi, hein, je ne suis pas dans le secret des choses. Donc, en tout cas, on est vraiment très heureux de vous accueillir, et de vous accueillir tous les deux. Et Léo, c'est ta soirée. C'est parti, c'est notre soirée. J'ai prévu une série d'intros les unes derrière les autres, je vais essayer d'aller vite. J'ai une intro à l'intro qui n'a rien à voir avec la choucroute, mais j'ai ramené une caisse de fanzine qu'on a bricolée. Voilà, c'était pas censé être maintenant, mais il se trouve qu'il y a une caisse de fanzine, donc si ça vous intéresse, ils sont là sur la table. Et voilà. Ça c'est évacué, on en parlera tout à l'heure, éventuellement. L'autre intro, sans intro à l'intro, c'est juste rappeler les circonstances quand même. Donc c'est la région Île-de-France qui nous donne des sous pour faire cette série de rencontres autour de 2 choses. Enfin pour moi, donc je viens effectivement 6 fois, c'est la 2e aujourd'hui. Je viens causer du livre que je suis en train de terminer d'écrire, qui est donc le projet Île-de-Garde, et j'en profite pour essayer de mettre des mots sur pas mal de choses, mais sur en gros le travail de l'écrivain, et donc avec les pièces étant Île-de-Garde, la matière en cours, le rapport. Qu'est-ce que la littérature, qu'est-ce que l'industrie qui permet la création de la littérature, voilà, des questions politiques. Donc c'était un gros souk, c'était la rencontre d'il y a 3 semaines, qui est donc en vidéo sur internet, donc si on peut pas être là, on peut quand même la regarder. Et je voulais juste dire encore à ce propos que j'ai eu quelques retours après le blabla de la dernière fois, y compris par mail, et du coup, n'hésitez absolument pas à m'en faire part pour la semaine prochaine, où on redescendra dans la mine. Et on peut trouver mon mail sur internet, on tape mon nom dans Google et on trouve assez vite. Voilà, ça c'est la fin des intros. Alors maintenant la vraie introduction. Donc pour cette première rencontre, je suis drôlement content d'accueillir Céline Minard. C'est vrai. C'est gentil. Pour plusieurs raisons, mais alors une des raisons qui est une raison un peu enfin voilà, une des choses dont j'ai un peu causé la dernière fois, mais qui est un truc qui est très vrai pour moi, c'est que je suis absolument persuadé que personne n'écrit tout seul. Et une partie des gens avec qui j'écris sont des gens qui habitent dans ma tête et qui sont des pures recréations imaginaires. Et donc j'ai plusieurs artistes qui habitent dans ma tête et à qui des fois je demande des coups de main. Et alors il y a Alain René, à qui je pourrais jamais demander de coups de main, il y a Alan Moore, et il se trouve qu'il y a Céline Minard, alors qui n'est pas la vraie Céline Minard qui est là ce soir, qui a une forme chamanique de Céline Minard, mais qui est essentiellement basée sur son boulot en fait. Voilà. Donc ça s'est produit en 3 mots. J'ai d'abord découvert le travail qui m'a épaté. J'ai essayé de recruter Céline Minard pour travailler avec moi, elle a refusé, très poliment. Plusieurs fois. Non, j'ai pas mal d'obstination. J'ai un peu insisté, ouais. J'ai un peu insisté jusqu'à comprendre que ça servait à rien. Ensuite, on a un petit peu bu. Et ensuite, surtout moi, ouais, ça c'est pas faux. Et ensuite, elle m'a elle me posait des questions qui me travaillent encore, et elle m'a conseillé un livre épatant que j'aurais espéré qu'on ait ce soir, mais qui est plus imprimé, qui est Les techniciens du sacré de Jérôme Rothenberg, mais dont on recausera ou pas si on arrive à le choper pour les prochaines étapes. Voilà. Alors l'autre, je vous demandais énormément d'indulgence parce que je ne fais pas du tout d'animation, je ne sais pas faire, poser des questions. Donc on va essayer de poser des questions, on va voir ça marche. Et Céline a accepté de lire des bouts de ses textes, et ça c'est vraiment cool. Donc voilà, j'ai préparé 10 questions. Il y a 4 ou 5 extraits lus. On va essayer de tout mélanger. Et ensuite, voilà. Ça va être épatant. J'espère.
est-ce que du coup, on peut commencer par une petite lecture? Ah d'accord. Faire quoi? Passer un bâton? Boudricourt avoua disparu quelque part. Et de ma chambre esselée, j'oyais le bruit de l'homme discret qui soulève la tapisserie pour s'y cacher. Les donjons sont pleins de secrets passages, je le sais. J'allais pour y voir quand un drille du bâtard nommé Pochon-Lomière sortit tout courbé de dedans l'église, la gorge dans les mains d'où coulait un sang abondant, gargouillant au lieu de crier, révulsé. Il arrosait les alentours en battant du pied en fureur. Et voulant montrer derrière lui l'église noire qu'il avait rejetée comme un succube, il ôta une main de sa gorge. Le sang lui sortit du cou en un jet. Il s'effondra à genoux, puis tout du long. Et lors, on vit que sa tête ne tenait à son reste que par un gros bout de peau. Dans la chambre sous la mienne, un nuit claqua moins modestement qu'il aurait dû. Je mis mon bâton sur l'écritoire. Par en bas, les compagnons s'estoient groupés autour de l'aumière étalée, puis très vitement dispersés en demi-cercle au pourtour du porche de l'église qu'il avait craché. Ils criaient de sortir. C'étaient 5 des plus braves en formation de combat qui insultaient Jésus Dieu la Trinité et lui ordonnaient de sortir au jour les affronter. Avec force blasphème, et ils crachaient par terre. La brute du Hainaut, amie de Pochon-Lomière, les heurta par derrière en les disant couard et gueux trouille de Dieu, que lui ferait sortir ce vieillard et par la barbe le trancherait à faux, lui mangerait le cuer. Il entra avec ses armes au clair, le pas si lourd que les dalles du seuil en crissèrent. Il n'avait pas à peine passé le porche Saint-Jean qu'il ressortait en déboulant les marches, la panse marquée d'une profonde croix rouge de l'ombilic au menton et flanc à flanc. Sa roulade fit voir la taille nette sous les côtes découvertes, puis il se recroquevilla en criant, tel un poussin dans son œuf sanglant. Il tressaillait du bide quand les 5 s'en approchèrent pour entendre ce qu'il hurla au sol gelé, bourdelle de bran, une fumelle, c'est une fumelle, ce qui, plus que tout apparemment, le fit trépasser dans l'instant. Le bâtard accourt au cri et d'un geste ordonne ses hommes. Il se place au milieu, aile gauche couverte, aile droite couverte, main devant, main derrière, la dague au poing, la rondache au chef. Les autres en demi-cercle plus large, les archers, puis les cavaliers. Certains bourgeois, point tout à fait écharpés, profitent de la diversion pour se carapater. Ainsi soit-il. Raos, qu'ils gueulent si fort que les chevaux d'arrière en sautent sur leurs fers. Raos merdaille. Comme il ne se passe rien, il envoie dedans l'église une lance d'un empan qu'on entend planter dans l'autel. Elle vibre encore quand s'élève par-dessous la troupe un rire très aigre, tremblant, un rire de vieillard semblant sortir d'une caverne profonde, et tous de se retourner sans voir. Le rire résonne sur la place, ricoche sur la face des rues, se meurt et reprend dans un silence de glace, puis parle, puis crie. « Bâtard, tu finiras cousu dans un sac de merde, avalé par une aube écumante, maudit de tous, trahi du diable. Bourbon, par les ours de ta mère la putain, cousu, tu finiras cousu, et reprends, déchirant les oreilles, jusqu'à ce que le muet jette quelque chose de lourd dans le puits. Bouvier des troncs qu'avez-vous tous à trembler ainsi? Une vieille rate n'a qu'à ouvrir la gueule pour vous esboyer. Le bâtard furieux tourne sur lui-même en menaçant chacun de sa lance. Qui tremble pour un dit de sorcière écrabouillée? Périgot? Rudel? Toi, Jolibois? Personne. D'un geste, il envoie 6 lieutenants dans l'église. On entend un brif garbouille, le bruit des bancs qui s'entrechoquent, des cris de mort le temps de vider un verre, puis la paix retombe sur la terre. Avec elle, la lance d'un empan qui vient ficher au pied de Bourbon, perçant 3 toises de terre gelée. La troupe recule, nenni le bâtard. Avant qu'aucune volonté ne bouge, au seuil de Saint-Jean apparaît dans la lumière du jour un pied pris dans une chausse blanche et fourchue, petit, un autre mêmement vêtu, puis le bas d'une tunique longue, puis à taille une courte ceinture d'or, puis sous la tunique une paire de tétins assez plats, mais tétins féminins sans conteste, puis longs cheveux noirs, puis le visage lisse d'un démon jaune. En cet instant, moi, Denisot Leclerc dit le hachis, Casimoine par destin, beau débrideur de boîte, bien adextre, hardi et peu enclin aux crédences diaboliques, ni bondieuseté, je me sens les poils se dresser par tout le corps.
La démone, debout dans la lumière hivernale, ne frissonne ni d'en haut ni d'en bas. Elle tient en main une hallebarde au fer rutilant, garnie en garde d'une étoupe rousse comme queue de goupil. La troupe en bâille. Le bâtard n'a pas relâché sa mâchoire, mais sa main a frémi sur sa dague. Il tape son bouclier du plat, la troupe débaille. Les archers arment et tirent au second coup, à l'unisson. 300 flèches volent vers la démone. Immobile, ne fuyant, ne mouvant ni pied ni bras ni cils, elle semble attendre infiniment la volée morteuse. Mais à son heure, au juste terme d'être percée de toutes parts, elle s'élance, sa hallebarde s'élève et tourne en moulin folle, par en bas, par le ciel, par l'horizon. Les traits bondissent en retour, filent à l'envers à rebours, éclatent sur son arme, dégringolent à ses pieds. Par 3 sauts enroulés en l'air, déroulés en l'air, repris à l'est et à l'ouest, elle fait place nette de la nuée de 300 flèches. Je l'ai vue. La troupe l'a vue. Le bâtard l'a vue, qui s'est jeté sur elle en force, à toute furie, cependant qu'elle ramassait un trait au sol et lissait son empennage entre les lèvres. À la main, elle lui décocha cette dite flèche dans la cuisse avec telle force qu'il dut plier le genou et baisser la garde. Alors elle se lança du porche, et son pied fourche vêtu de blanc se posa sur le bouclier du bâtard et l'autre sur sa tête nue, et ainsi, se donnant un branle esbaillant, partit dans les airs et s'envola sur le toit de Saint-Jean. De là, par les voliges, sautant les ruelles, courant sur les murs, disparut au diable. Prochement, on entendit la porte de l'eau jouer sur ses gonds. Le bâtard qui tenait la flèche dans sa jambe l'arracha en hurlant qu'on la ferme. Voilà. Yes. Merci. Derrière. Alors, question. C'est une question vraiment sur la langue, qui est une question récurrente en fait. Je me demande de façon très pratique comment ça s'organise. Comment est-ce que l'histoire que tu racontes et la langue que tu choisis pour la raconter se sont combinées dans ce cas précis. Ben, dans ce cas précis, j'avais fini d'écrire Le Dernier Monde et puis j'avais du mal à lire et donc je lisais des mangas parce que ça se lit à l'envers enfin ça se lit à l'envers. Pour nous c'est à l'envers et je trouvais ça très dépaysant et très reposant. Et par ailleurs je relisais Villon parce que c'est pas vraiment du français et que ça aussi c'était dépaysant, pas forcément reposant mais dépaysant aussi. Et les deux dépaysements se sont rencontrés. Voilà, c'est souvent des rencontres quand même, les livres à venir. Et voilà. Et après, j'ai lu beaucoup de chroniqueurs. J'ai donc relu Villon en profondeur et ses exégètes, comme Tatar, même des trucs savants. Et j'ai lu d'autres, et j'ai lu des Rabelais, j'ai un peu plongé dans une... Et là, en lisant, en fait, c'est vachement marrant parce que ça fait un moment que je n'ai pas lu ça. Et voilà. Et par exemple, un branle esbaillant, ça c'est dans Rabelais. Alors que c'est pas vraiment la langue, la datation du livre. Ouais. Mais je revois les trucs sortir comme ça. Il y a plusieurs choses où je vois où je les ai pêchés. Et donc après, c'est une espèce de mélange. De mélange dans la gamelle. Mais donc du coup c'est simultané, c'est que tu sais Oui. que tu veux raconter cette histoire et donc la langue vient en même temps, ou est-ce que tu t'es dit je vais écrire un truc en faux moyen français et donc c'est cette histoire qu'il faut que je raconte, ou l'inverse? Non, ça vient tout en Tout même ensemble. temps et puis je décide pas d'écrire ça en faux moyen français, en fait. Ok. C'est le faux moyen français qui me décide, D'accord. enfin qui me Ok. cause. Et comme c'est un état de langue qui permet des accélérations et des répétitions qui sinon seraient un peu lourdes, hein, et bien ça speed l'action. Ça marche comme ça. Vous comprenez, je sais pas Ouais, comment ça marche. carrément. Mais voilà. Et donc la vitesse de l'ancien français, du vrai ancien français, avec la vitesse des mangas, de l'image, ça fait ça.
Et puis le film de sabre chinois. Des films de sabre japonais, pas Japonais. chinois. Des films Non, je sais pas, parce que moi je vois bien. Ça marche pas du tout, les films de sabre chinois, c'est D'accord. pas bien. Ok. Mais il y a du, par contre, il y a du kung-fu Ouais. et de la bagarre au poing plutôt chinois. Il y a Bruce Lee, ouais. Ouais, Bruce Lee. Et alors du coup, une autre question technique presque dans la foulée, c'est du coup, une fois que tu as établi ton parti pris de langue, est-ce que tu vas chercher C'est pas des un choses parti pris. Enfin, pardon, est-ce qu'une fois que la langue s'est Pardon, posée... je vais. Non, alors, mais comment on c'est- mais c'est pas un parti ouais, pris, c'est ok. pas un choix, Ouais, c'est pas une d'accord. décision, c'est un état de la Un langue. état de langue. C'est un état, tu vois, comme les états de conscience modifiés, bah, là c'est les états de langue modifiés. Et j'imagine pas- qu'au bout d'un, comment dire, une fois que tu as 10 pages ou tu as 20 pages, tu sais quand même que c'est cette langue-là qui va mener le livre au bout. Ah ben je le sais même dès le début, avant 10 ou 20 pages, D'accord, ça ouais. fait presque la moitié du livre. Et du coup, pratiquement, pendant que tu le fais, tu vas chercher plus dans cette direction-là ou bien toute cette langue vient de toi? Non, ben, de toute façon, la langue, elle vient jamais de moi. Elle vient toujours de. C'est peut-être le mélange qui vient de moi, Ouais. mais la langue, Oui. elle passe. Hein. Ouais. Alors, oui, là, je vais lire des choses concomitantes, en fait. Je vais essayer de rester dans la musique, dans le rythme, dans le rythme particulier de ce qui va provoquer l'état de langue bizarre dans lequel ça va me permettre d'écrire ça. Ok. Voilà, après le truc c'est de ne pas en lire trop, de pas enfin voilà, c'est une chose un peu intuitive qu'on fait. Et puis de lire des trucs complètement différents pour raser. Ça marche. Hein. Alors je vais descendre dans une question encore plus technique, mais parce que je sais pas, mais après ça dépend vraiment de la cuisine de chacun. Et est-ce que t'es confronté, est-ce que tu peux être confronté dans la construction d'une phrase par exemple à te dire j'ai pas le mot qui correspond à la langue pour dire ça, je vais aller chercher ou j'y retourne plus tard? Ou est-ce que le fait de pas avoir la tournure de phrase fait que juste la phrase n'existe pas et tu prends un autre biais pour raconter? Alors, ça dépend. Je peux laisser des blancs. Et puis ça peut faire. Là, il manque. Ok. Et puis, Mais du coup c'est rythmique. et puis c'est on pas- continue. pas- C'est plutôt rythmique. ok. C'est pas tellement. S'il me manque un sens, Ouais. là, je vais tout de suite dans le glossaire. Je vais D'accord. tout de suite regarder. Et puis le mot que je vais trouver, il va déclencher une situation de phrase. Ok, ça marche. D'accord. Mais- donc du coup tu bosses avec un glossaire quand même. Ah, pour ça, oui. Ok, ouais. Mais de toute façon, pour tous, je peux avoir des glossaires sur les maladies du ciment, c'est sur comment on conduit un hélicoptère, sur des trucs techniques. Il m'en faut, j'en ai Toujours. besoin, il m'en faut toujours. D'accord. C'est parce que c'est des déclencheurs poétiques. Voilà, c'est une matière de langue et j'aime bien la précision, quoi. Mhm. Ça se voit, ouais, ça se voit. non, mais je me demandais si c'était systématique en fait, ou si c'était pour certains livres particuliers, ou C'est si tu disais systématique. pour tous les livres. Ouais, c'est systématique. Puis j'ai besoin plutôt de beaucoup de matière que de pas beaucoup. Ouais. Ça marche. Et alors, du coup, j'ai une troisième question, mais qui est peut-être encore plus bizarre, mais tu avais dit pour Faillir être flingué que tu étais allé l'écrire en plein air. Ouais, en grande partie, ouais. Et est-ce que ça, c'est c'est une coïncidence, il s'avère que tu l'écris en plein air, ou est-ce que c'est une nécessité en fait? Est-ce qu'il y a une partie du boulot qui est j'en sais rien, impactée ou facilitée ou transformée par les conditions physiques dans lesquelles tu es pour écrire? Ouais. C'est-à-dire, oui, j'aurais pas pu écrire Faillir être flingué à Rome. Ok. Non. Ni Olympia dans les Alpes sous Ça- une tente. ça marche. Voilà. Dans ce sens-là, non. Parce que je pense qu'on est. Bah, oui, Mais en même temps, tu étais obligé d'aller dans une station spatiale pour écrire le dernier homme. C'était Si. difficile, ça. Oui, et en même temps, oui. Après, c'est parce que j'aime pas trop l'avion. Mais... oui, mais il y a des moyens de se mettre dans des stations spatiales. Oui. De toute façon, le dernier monde, je l'ai écrit chez moi, j'avais pas de bureau. Tous les jours, je mettais une pile de livres là, une pile de livres là, et une planche au milieu. J'étais dans une station spatiale.
Et après, comme j'ai eu plus de moyens, je suis allée camper dans les Alpes. C'est tout truc de faux, des résistances d'écrivains. Voilà, Incroyable, quoi. incroyable. Pendant plusieurs semaines d'affilée. Et je crois qu'en fait, ça met dans... c'est-à-dire que là où tu vis, même ponctuellement, surtout si tu cherches des choses un peu... Bon, ça facilite les états de langue, l'arrivée de certains états de langue que tu as envie de provoquer. C'est ce qui me C'est des semblait. techniques. Ouais, c'est ça. Et parce que ça, c'est un truc, mais peut-être on verra plus tard, c'est qu'il me semble qu'aussi dans ton travail, il y a un vrai. Il y a une articulation très forte entre la langue et le corps, depuis hier, depuis toujours. Enfin, il y a un truc sur le rapport au mouvement du corps qui est assez paradoxal sur le travail de l'écrivain. On est quand même, le mouvement est quand même très très limité. Il n'y a pas beaucoup d'amplitude, que ce soit comme ça ou comme ça, on est quand même assez immobile. Donc peut-être que le monde tourne autour pour aérer. Mais je ne sais pas si le monde tourne autour, je crois qu'on est dedans, quoi. Ouais. C'est plutôt que le monde traverse aussi, comme la langue. Et puis voilà, enfin, ça, par exemple, ça c'est un truc qui est dans Solon Louise, mais dont j'ai quand même fait l'expérience, c'est qu'on est à la fois très concentré et à la fois très captant. Et on peut se rendre compte d'un mouvement 1 heure après, peut-être, oui, effectivement. Ou répondre à une question vraiment beaucoup trop tard par rapport à un échange habituel, voilà, ou répondre n'importe quoi, mais quand même on capte les choses par un bout je sais pas, par une attention plus différente en fait. Mais non, le monde ne tourne pas autour, on tourne avec, disons. Ok, ça marche. Mais ça me va, Il n'y a pas d'isolement pour moi en fait, même si on peut être dans des situations très isolées. Ça marche. Ouais, c'est parfait. Est-ce qu'on passe à la lecture suivante, ça te va ça? C'était quoi? Et ben peut-être juste pour une question assez précise, le truc sur l'anglais dans Solon Louise. Je n'ai jamais rien écrit en anglais. Malgré tout ce que j'ai pu dire sur les langues, l'anglaise et la française plus particulièrement, malgré mon attachement affirmé et réitéré à l'anglais, comme à ma vraie langue, à ma langue de création, malgré toutes mes considérations sur sa souplesse, sa compacité, sa vigoureuse neutralité, et bien que j'ai à plusieurs reprises argumenté le choix que j'en avais fait, un choix littéraire, personnellement littéraire, une permission, la possibilité d'inventer mon territoire propre, puisqu'elle n'était pas mienne de prime abord, mais apprise, apprivoisée, adoptée par moi à l'âge adulte en toute conscience, puisqu'elle était pour moi le contraire d'un héritage, une terre inconnue, dont je ne connaissais que les coordonnées, une carte au trésor, un espace que je créais en le découvrant, mot à mot, littéralement, puisqu'enfin elle ne m'appartenait pas, mais que j'en usais, l'ayant pratiquement réinventé, et que dans cet usage, ou dans cette usure, dégageant une belle plus-value, on pouvait lire toute la construction ou l'étiologie de mon identité d'écrivain. Malgré ces affirmations et déclarations plus ou moins inspirées, mais toujours sincères, le fait est, that is the point, le fait est que je n'ai jamais rien écrit en anglais. Ok. C'est tout ce que tu voulais. Ouais, ça marche, très bien. Il y avait un très beau petit paragraphe après, mais je sais pas à quelle distance tu le donc. Les listes de courses. Très belle liste de courses. Non, je sais plus, il y a un truc sur le. Mais c'est qui reprend cette idée qui est. Alors j'en sais rien, moi c'est un peu c'est pas exactement une obsession, mais c'est quelque chose qui me parle, alors du coup je veux bien ton opinion là-dessus. Je crois que c'est Barthes, il me semble, qui dit que le travail. C'est vrai que ça commence bien. non, mais que le travail de l'écriture littéraire, enfin l'usage de la langue que fait la littérature, c'est de travailler contre la langue. Voilà. Et du coup, je trouve ça assez intéressant ce passage-là où la narratrice explique qu'elle écrit. Et il y a autre chose, alors ça c'est carrément Volodine, donc là on voit un cran plus loin qui dit qu'il écrit en français une littérature de langue étrangère. Et qui reprend un peu cette même idée en fait je pose ça sur la table. Contre la langue. Je sais pas si c'est contre, je crois pas en fait. Je crois que c'est plutôt dedans, quand on creuse bien, loin, quoi.
Mais par contre, ce qui me parlerait plus, c'est écrire dans une langue étrangère. Enfin, le français langue étrangère. Ouais, ouais. Oui, ça je pratique pas mal. Mhm. Enfin, j'essaye de pas mal pratiquer le français langue étrangère. Mais c'est vraiment parce que je parle et n'écris que le français. Et que je trouve ça petit quand même. Mhm. Enfin, il y a quand même beaucoup de langues humaines. Et c'est un regret pour moi. Ce truc de Pentecôte, là, avec les flammes qui descendent, puis on comprend toutes les langues, c'est génial. Enfin, si ça arrivait, ce serait de pouvoir parler toutes les langues. Parce que c'est à chaque fois... pas que toutes les langues soient immédiatement traduites dans sa propre langue. Ce qui serait vraiment bien, ce serait de pouvoir parler absolument toutes les langues, de les comprendre et de les parler avec voilà, ça ce serait génial parce qu'une langue c'est quand même la construction d'un monde. C'est pour ça que j'essaye d'écrire du français langue étrangère pour que le monde construit soit pas particulièrement français ou soit un vieux français, D'ailleurs on ne sait pas ce que c'est le français parce que ça je sais pas si c'est du français. Puis dans Rabelais ou dans Montaigne, on se dit c'est du français alors qu'on n'y comprend pas grand chose. Mais c'est du français. Voilà, et je pense que l'anglais, ça peut être... Oui, enfin bon. Et parce que c'est pas du français, mais... Non, mais un mais peu quand même, quoi. Largement. C'est peut-être aussi. du vieux français, en Ouais. fait, du vieux. Et comme qu'on n'a pas, voilà, donc on ne reconnaît pas comme on reconnaît celui de Montaigne ou de Rabelais. Et c'est peut-être ces limites-là de reconnaissance, de forme reconnue, de qu'est-ce qui fait qu'on reconnaît une langue, à quoi on la reconnaît, à quoi elle tient encore, à comment est-ce que c'est encore du français, ou les créoles, hein, tout ça, toutes ces limites-là, ça m'intéresse beaucoup. Et c'est des limites, mais c'est en même temps la matière même de la langue. C'est jusqu'où on peut la déformer ou la modeler ou la rendre étrange et qu'elle reste compréhensible. Après, il y a des vraies limites. Voilà, quand ça devient une langue complètement autiste ou qu'on est seul à comprendre, même si on reconnaît du français ou n'importe quelle autre langue, c'est un peu, pour moi, c'est un peu gênant. Faut que ça reste... Enfin, à mon sens, une langue, c'est toujours un bien commun. Bien sûr. C'est pas, je vais prendre ce bien commun et en faire quelque chose de tout à fait tellement singulier qu'il n'y a que moi qui vais le comprendre. Je pense un peu à Guyotat. Là. Ah, c'est ça. Ouais. Je me demandais quelle occurrence on ce pourrait. dernier, Ouais, voilà. ça marche. Et ça marche. Non, mais parce que j'avais bien l'impression qu'il y avait quelqu'un derrière, donc. Mais il y a donc pas, le voilà. c'est Non, pas oui, ça, oui. c'est une façon justement de travailler. C'est une construction collective, la langue. C'est une mémoire et une construction collective. Et je pense pas que ce soit... Enfin, moi, ça m'intéresse pas d'en faire un truc à usage unique. Mais j'ai dit Guyotat, mais je pourrais dire Vard, le mec qui a inventé Ouais. une langue complètement... Mais en même temps, inventé, il quoi. fait de la traduction d'une façon. Oui, il Son fait de la pro- traduction. son propos Mais est- une langue à un seul locuteur, Ouais. c'est tellement triste. Tout à fait. Par contre, juste pour reprendre le truc de Barthes, parce que moi c'est comme ça qu'il me semblait le comprendre, Pourtant, c'était j'aime pas plus. parler. Mais c'est ce que tu disais en fait, c'est l'idée que en fait, c'est comment dire, la langue telle qu'elle est admise, la langue qui fait consensus, c'est pas ça qu'on cherche. Enfin, il me semble quoi. C'est écrit contre la langue, c'est ça, c'est-à-dire que Oui, ce qui vient, c'est la langue telle qu'elle est, telle qu'on la pratique, telle qu'elle est médium de communication, et qu'en fait en littérature, il y a un truc quand même d'aller à contre-courant, c'est-à-dire que c'est pas, on va pas dire les choses comme elles viennent, mais comme Oui, elles non, mais- pourraient être. Enfin, c'est une espèce d'utopie, Ouais. d'inventer quand même une façon de s'exprimer qui n'existe pas ailleurs que dans le. D'accord, mais je suis pas sûre qu'il y ait une fonction communication, enfin qu'on use dans notre langage quotidien uniquement de la fonction vrai. communication. Je veux dire, enfin il y a quand même Bien sûr, tout beaucoup un d'autres truc qui choses. s'appelle l'inconscient qui est fait avec de la langue et il communique bizarrement hein, déjà, hein. Très bizarrement. et voilà ouais. Et d'ailleurs, la fonction communication est très en rapport avec tout ça, dans la publicité et tout ça. Avec ce qui s'est noué d'une façon quand même beaucoup plus bizarre qu'une définition de dictionnaire. C'est vrai. Mais effectivement, il y a forcément dans le truc de créer avec la langue quelque chose qui est ailleurs
de l'usage moyen. Et est-ce que tu penses que cette création ailleurs, comment dire, qui va plus loin, enfin qui va en tout cas ailleurs que l'usage moyen, a une fonction en retour? Est-ce que ça sert à quelque chose pour l'usage moyen? Est-ce que ça modifie? Est-ce que le fait de lire des livres modifie notre rapport à la langue? Est-ce que... Ah oui, ben oui, ça c'est sûr. Il modifie notre rapport à la langue, à la vie, à l'environnement, à ce qui nous entoure, à ce qui... Oui, bien sûr. Et est-ce que tu saurais dire ce qui se passe? Alors, en quoi ça le modifie? Est-ce que... parce que moi j'ai une petite théorie. Vas-y. Je pense que ça modifie le monde, hein, tout simplement, parce que si tu modifies ton regard ou ta représentation, ton analyse d'un événement, tu modifies le monde. Ouais. Tu modifies la construction du monde. Ou tu multiplies les connexions, ou tu les vrilles un peu, ou tu les bouges un peu, et puis ça c'est quand même aussi un exercice libérateur, hein, généralement. Faire exploser un cliché, c'est récupérer un peu d'air. Hein. C'est quoi ta théorie? Non, c'était ça, c'était aussi ça, c'est que ça... Ouais, c'est ça, c'est vraiment tordre le langage et montrer ce qu'il est capable de faire, mais y compris, donc du coup, modifier... Enfin, je pense que c'est une des idées politiques qui serait derrière la littérature, c'est que peut-être que la littérature n'a pas de fonction politique, mais par contre, reproduire le cliché, ça a quelque chose de réactionnaire, en fait. Enfin, ouais. Donc c'est un peu inverse. Reproduire le cliché, pour le coup, c'est... Oui, voilà, c'est ça, ça crée une situation qui est politiquement problématique. Donc après, on libère pas le monde en cassant le cliché. Mais par contre, on a peut-être un devoir, j'en sais rien, enfin, on a en tout cas on est prié d'éviter d'aller par là, parce que c'est... Et voilà, après ça implique d'autres choses. Oui, mais de toute façon, ce qui est intéressant de faire, c'est pour soi et quand on lit et quand on écrit, c'est d'avoir des perceptions inhabituelles, je pense, ou des compréhensions, ou d'avoir un regard neuf, ou de faire revenir la complexité dans le monde, je pense. Plutôt, voilà. Enfin, ça, est-ce que c'est politique? Sûrement. Hein. Oui, sûrement. Et puis si le politique, c'est ce qui se passe entre les gens, comme disait Arendt, je sais pas si t'es Barthes, moi. Eh bien, la littérature et la langue, c'est ce qui se passe entre les gens. C'est pour ça qu'il faut bien parler. Et qu'il faut parler avec recherche et invention. Parce que plus on fait ça, et plus c'est beau ce qu'il y a entre les gens. Et du coup, j'en profite, ça c'est un petit addendum parce que je pense qu'on a bien creusé ça, mais c'était... Alors je sais pas si c'est une citation apocryphe ou pas, c'est une citation de Céline Minard dans ma tête, mais je crois que tu l'as dit quelque part, mais j'ai pas retrouvé où tu dis que le monde c'est 90% de langage et 10% de matière qui résiste. Ouais. Non. C'est peut-être Céline Minard chamane et c'est possible. Oui, qu'est-ce que tu en penses alors? 90% de langue et 10% de matière qui résiste. Moi, j'aime bien l'idée de la matière qui résiste. Je suis étonnée d'avoir parlé en chiffres en fait. Parce que je suis pas très... Mais ouais, peut-être. En tout cas, je pense qu'il y a effectivement qu'on est fait de beaucoup de langues et de fiction et que quand même ça c'est un de nos organes essentiels. Alors après sur le monde, oui. Sur le pourcentage. Ouais, sur le pourcentage, on peut discuter. Je reverrai peut-être ça. On va me dire. Faut que je refasse les calculs. Est-ce que tu nous lirais un bout de la fête dans le même livre, dans Selon Louise? Ouais. Ça spoil un peu, c'est à la fin si vous l'avez pas lu, mais c'est quand même... Ouais, ça spoil? Non, ça spoil pas. Ça spoil rien du tout. Nous avions dessiné un cercle à la cendre pour signaler l'emplacement du futur brasier. Il fait tout de même assez frais la nuit au début du printemps dans nos régions. Nous avions fait poser un vrai parquet de danse qui brillerait sous la lune, commandé un orchestre aveugle, fait installer une longue table à banquet chargée de vaisselle, et Marthe et moi travaillions depuis plusieurs jours à ce qui serait goûté et englouti ce soir-là. Mais bien sûr, nous ne pouvions pas tout prévoir et certainement pas que Hilde nous arriverait avec un sac plein d'amanites déshydratées, sa récolte de l'année passée, et qu'il faudrait les accommoder selon les règles qu'elle-même avait un tant soit peu oubliées à ce moment de la soirée, ce qui nécessita quelques recherches. Un drapier zéro dosage élevé dans les caves cisterciennes d'Urville ouvrit les festivités.
Je ne conçois pas de véritable fête sans un prélude au vin de champagne, ce monstrueux hybride d'or, de gaz, de liquide et d'esprit qui dégage si gentiment, qui prépare si gentiment aux métamorphoses et aux changements d'état dans l'euphorie. Un drapier, donc, déshabillé de l'or et de la pourpre de son flacon de roi perse et servi dans des tulipes. Il fut accompagné par une salade de pommes de terre garnie de grosses moules, assaisonnée d'herbes fines, de vinaigre d'Orléans, de vinaigre de riz, et coiffé comme un cardinal d'une épaisse couche de rondelles de truffes cuites dans le même vin, bien fraîches, en guise d'amuse-bouche. Et certainement la sauge mexicaine que j'avais ajoutée 10 minutes avant le service, ciselée en atomes, fit-elle aussi bien que l'excellence du champagne. À la deuxième flûte, nous étions sur le tapis flottant de la clairière comme dans notre jardin à tous, détendus et souriants, bienveillants, parmi les rayons de la 6e heure du soir qui annonce la mort du jour avec tant de délicatesse et les délires de la nuit. Nos hôtes semblaient applaudir à l'espace comme une nuée de papillons. Les groupes se formaient et, au gré des courants de l'air allégé du printemps, sans heurts ni frein au petit bonheur, comme on dit en français, lequel en cache souvent un grand. Elliot, avec son ombrelle de soie violette, était un véritable héliotrope attrapant le soleil. Il frétillait autour d'Andrew et de ses jeunes pousses en beauté, attirant et recevant les regards comme autant de raisonnables hommages à sa présence et à la savante roulerie de sa démarche d'anthologie. Charlot souriait à tous, à ses papilles, à la douceur du temps. Les amis des Willenberg se promenaient sur le gazon au milieu de nos invités et sans se départir de la réserve polie qu'ils conserveraient jusqu'au matin, prenaient langue avec chacun. Riquella les présentait, accrochée au bras de Yann qui laissait Hilde mener son autre vie de butineuse épanouie. Isabelle et Morrigan palpitaient entre les voiles de son de l'orchestre qui jouait en sourdine. Tu étais magnifique. Magnifiquement longue dans ton pantalon cigarette anglais et ton blazer droit au long revers cranté qu'allongeait encore ta main, tenant la flûte où les bulles montaient jusqu'à tes yeux, pétillantes. Une étoile s'accrocha au ciel encore bleu, puis une autre, jusqu'à former le grand chariot, et il fut question entre Isabelle Gaudouy et Peter von Geyser du gros bœuf qui avait dételé du ciel pour sombrer, privé d'appui, dans la mer d'Irlande. Mercedes commençait à rouler des yeux blancs sous ses sourcils noirs. Bien avant que ne soit disposé sur la table à la russe l'ensemble des plats du buffet, nous n'en étions qu'aux hors d'œuvre, des côtes de caille engelées de griottes que nous tenions par leurs petits bouts découverts, Pomponia McCabe avait jeté son cigare et entamé une démonstration par l'exemple d'un pas de danse très ancien et quasi statique qu'elle tenait de son père. Les conversations roulèrent sur l'influence des chanteurs galégo-portugais sur les danses européennes, puis sur les danses elles-mêmes. Mercedes soutenait que les Espagnols étaient les plus enlevés, les pires. Riquella, pourtant exilée depuis 50 ans à New York, défendait les Italiennes et particulièrement celles qui font se lever en cercle autour d'un malade cataleptique et qui sont les antidotes à certaines morsures d'araignées. Elle les avait étudiées d'assez près. Les Irlandaises n'étaient pas d'accord. Au premier potage, à la peluche, les esprits s'adoucirent par l'effet de la douce chaleur du mets et d'un bol de scrupules de rhodiola déposé dans chaque petit bol. Pomponia descendit du parquet, les pieds nus, s'empara d'une flûte qu'elle but d'un trait, et le contenu d'or blanc sembla passer comme une onde dans ses cheveux de paille, dans ses sourcils, et dans tous les petits poils du duvet scandinave qu'elle portait sur le visage et sur le corps. L'assemblée à son image en fut partiellement électrifiée. La table se chargea d'elle-même des grosses pièces du banquet et des vins. Il lui fallut une rallonge. Le grand chariot n'était plus seul à cavaler dans le ciel. Sur un claquement de langue, Riquella, la voûte entière s'alluma, et l'on mangea. Dans des assiettes en porcelaine, au moyen de petites fourches, des grives entières flambées sur des canapés d'entrailles frites, des pois au sucre, des paupiettes de veau sans queue ni patte, aussi blanches que la chair de crapaud, du pain de brochet au vermouth et aux têtes d'écrevisses, des joues de porc confites, des asperges au blanc, des aspics. Et l'on but le coup du milieu, un oloroso de Xérès, un vieux Malaga ou, pour les amateurs, une Staraya Moskva dans un petit verre gelé. Et l'on parlait d'aller chercher Bilphébub, qui ne pouvait tout de même pas rester à la porterie jusqu'à la pointe du jour, il allait se peler. Et il y avait ici et là des boutons qui se déboutonnaient, des agrafes qui se dégrafaient.
Isabelle et Morrigan avaient entrepris Charlot dans les mailles de leur discours et de leur savoir particulier. Leurs 3 paires d'yeux brillaient dans la nuit comme de minuscules brasiers répondant aux reflets qui dansaient dans leurs verres. Arriva le Bourgogne, chevalier Montrachet, et avec lui le relevé de bœuf, le chapon, les bulles de snail porridge, les dés de saumon poché, la réglisse, les ravioles et leurs soupirs de sauce mousseuse de la teinte des carapaces de langoustine revenues dans l'huile verte. Sheila, qui venait d'arriver et avait sidéré un instant la clairière avec le volume de ses seins, portait en frémissant cette vasque d'air solide, rose, tout émoustillé par le tournement de marteau-fouet. Des joutes se déclarèrent. C'est Voilà. appétissant, hein. Oui, c'est bien. Et puis, C'est et le puis- star, là. Enfin, c'est une scène un peu difficile à arrêter parce qu'elle s'arrête pas en fait pendant encore un certain ouais. nombre de pages. Et du coup, à propos de cette scène, enfin c'est une des scènes qui existe dans ton œuvre de genre, je me demandais, après c'est un constat que j'ai fait tout seul comme un grand dans mon coin, mais si en fait tous tes bouquins n'étaient pas des utopies. Ah, j'ai cru que tu allais Bon. dire des Des grands repas. Non, pas du tout. Non, mais c'était une question sur ActuSF, sur Ouais. Bastard Battle, où il demandait si c'était politique et effectivement il y a un côté utopie politique en fait dans ce groupe de mercenaires venus de tous horizons. Et en fait, j'ai l'impression que dans tous tes livres, on arrive à cet état en fait d'état d'harmonie sociale dont on sait qu'il est pas du tout durable. Enfin, c'est pas la construction d'une utopie définitive. Et du coup, voilà, ma question, est-ce que le fait d'inventer la langue de tous tes livres, c'est pas aussi une façon d'essayer d'inventer un endroit idéal dans le cadre d'un livre? Mhm. Ouais, non, mais oui, c'est vrai que à chaque fois, c'est peut-être. En tout cas, c'est toujours des utopies éphémères ou c'est des choses qu'il y a entre les gens à certains moments ou entre les. Oui, des moments quoi, de grâce en fait, de grâce utopique ou de grâce politique, peut-être, oui, peut-être. Oui, effectivement, c'est vrai que. Enfin, je sais pas si ça c'est une utopie. Quand même, en fait, si, c'est ça, on peut aller par là, mais c'est très étonnant que c'est quand même le dernier homme sur Terre, et on l'apprend, voilà, le livre fait 500 pages, au bout de la page 80, on sait que c'est le dernier homme sur Terre, ou à peu près, et en fait, tout le reste, c'est voilà, qu'est-ce qui demeure du dernier homme sur Terre, et de la langue, et c'est une espèce d'utopie quand même Oui. de ce qu'est l'humanité. Enfin, je sais pas comment dire, c'est pas du tout. C'est sur une trame de Oui, mais là, récit on est post-apocalyptique, il n'y ouais. a pas du tout de terreur. Enfin, je sais pas comment dire, il n'y a pas du tout ces choses Il y a peut-être un attendues. petit peu de regret, mais Ouais. pas de terreur, oui. Et puis c'est un regret qui est assumé assez vite, c'est-à-dire qu'on peut rien y Oui, faire. oui. Enfin, ouais, c'est quand en l'espace de 3 phrases, il se rend compte qu'il peut rien y faire et que c'est Non. fini. Son regret à lui, oui, enfin, mais peut-être c'est un dernier tour de globe pour dire il y avait quand même des belles histoires Mhm. et des beaux endroits mêlés à des belles histoires. C'est dans ce sens-là où je dis que le lecteur pourrait avoir un peu de regret Mhm, de voir ce monde disparaître, quoi, en fait, mais ce monde humain, hein, pas ce monde tout court. Mais oui, sûrement. Et je pense que c'est quand même, enfin je sais pas comment dire ça, un peu trop platement, mais oui, peut-être que c'est des tentatives de réagencer du rapport individuel. Même en mini-groupe, c'est jamais très vaste non plus, qui s'équilibrerait en fait. Et ouais. Et effectivement. Mais il y a quand même souvent des fêtes. Hein. Ouais, tout à fait. Non, ça m'a beaucoup frappé dans C'est Faillir vachement être utile flingué. Où c'est de bien manger, de bien boire. Ouais, carrément. C'est comme bien parler. Hein. C'est pareil. Et oui, mais peut-être qu'effectivement, il y a une tentative de langue pour chaque tentative de forme d'entente inter-individuelle. Ouais, oui. Dans le cadre Ou d'autres expériences de rapports humains qui ne seraient pas immondes. Mhm. Bah, on essaye Ouais. de quand même. Oui. Enfin, oui. Oui.
Mais du coup, c'est relativement rare, en fait. Il y a aussi ça qui est très frappant. C'est que je vois pas beaucoup d'autres bouquins qui fonctionnent comme ça. Il y a Ada, par exemple, de Nabokov, qui sont basés sur des espèces de constructions positives, comme ça. Et même si ce qui me paraît d'autant plus étonnant aussi, c'est que j'ai mis autant de temps à me rendre compte, en fait. C'est que c'est pas évident, c'est pas non plus évident, c'est pas on ouvre un bouquin de Céline Minard, on va se dire c'est une utopie. Non, mais c'est assez surprenant. Et en fait, il y a quand même cette constante dans tous les livres. En fait, tous les livres, ça se passe bien. Ça se passe bien, ouais. Et c'est jamais attendu, parce que le Bastard Battle commence par des espèces de scènes de massacre. Enfin, il y a un côté très... Tu n'hésites pas du tout à aller dans la dureté de ces mondes. Ça se passe bien, là, tout le monde est mort, là, ils vont tous crever ou pratiquement. Ouais, c'est ça, mais qu'à l'intérieur du récit, ça se tient, en fait. Oui, tout à fait. Ça se passe super bien, il meurt gentiment. Oh là là, moi, je comprends ce que je dis. Non, mais... Tout va bien. Je garde mon sens pour moi. T'as raison, il y a quand même, en tout cas, une tentative effectivement de construire quelque chose, mais je ne le conçois pas jamais comme une construction pérenne. C'est pas possible, parce que je pense que c'est pas possible. Et c'est, oui, alors je suis une grande optimiste. Mais enfin, je la prends. Mais, oui. Non, enfin, j'essaye encore. Enfin, j'essaie. Mais peut-être que aussi les livres, c'est quand même là où on va chercher des vies surnuméraires ou les aventures pas possibles. Et voilà, alors les aventures pas possibles, c'est l'entente. Hein, mais c'est intéressant parce que la rencontre positive, tout se passe bien, les petits trucs politiques qui marchent. Voilà. Mais du coup, ça va. En plus, j'ai horreur du collectif. Hein. C'est vraiment un film terriblement. C'est vraiment pas mon truc. Donc, non, mais c'est marrant de. Il faut en faire des livres, en fait, c'est ça la solution. Ben, peut-être. Mais là, au moins, ça marche, puis c'est toi qui le fais, tout ça. Est-ce que du coup, tu lirais le passage du dernier monde où il se rend compte qu'il est tout seul? Ça te dit ça? Bon, moi, je sais ce que tu veux, c'est ta soirée. C'est parfait, super. Alors fais-le, s'il te plaît. 2 jours durant, ils suivirent le satellite espion de la FAPSI autour de la Terre. Des milliers, des millions d'images rapprochées, fiabilité 100%, précision 80 cm. Ce fut pour lui comme une extravéhiculaire inversée. La vie était effectivement partout, mais pas humaine. Il fit braquer l'œil du satellite sur ce qu'il voulut. Les villes, les mégapoles, les anciens bouillons, les retraites, les ermitages. Les forêts tropicales pleines de primitifs en étuis péniens et cordassins. Les déserts, tous vides. Grouillant d'une activité parfois débordante, mais pas humaine, rien moins qu'humaine. Les grands centres, les côtes américaines, les côtes australiennes, l'Europe, le Japon, les choses économiquement développées, trépignaient d'infections, mais pas d'humains. Il fouilla les gorges les plus profondes, les grottes cachées, les montagnes les plus hautes, la moindre cahute, il dut se rendre à l'évidence. La conclusion du rapport d'analyse qu'il demanda à l'ordinateur central fut l'ultime conclusion que le major Echamson était le dernier survivant repérable de la race Homo sapiens sapiens. Encore qu'on n'en ait pas d'image et qu'à proprement parler, on ne l'avait pas observé. Elle s'assit dans sa tête et murmura: c'est foutu. Nous sommes foutus. Vous auriez été une femme, Stevens, vous auriez pu vous enfiler des éprouvettes de sperme dégelées dans l'utérus. Vous tapez ensuite vos fils et vos petits-fils comme on fait d'habitude dans ces cas-là, et vivre une belle vie, tout reprendre. Mais il se trouve que non. C'est vous le survivant. Je vous plains. Vos actions n'auront pas de mesure. Vous n'avez plus de semblable. Vous n'appartenez plus à une espèce. Votre langue est sans partage. Vous êtes libre. Oh, on n'en dit pas plus là. Hein.
Non, c'est gay. Mais non, Enfin, c'est c'est mais non, une mais c'est- utopie, mais oui, c'est une utopie. Enfin, vous êtes libre, Ah oui, mais le livre, Est-ce que- il est écrit L-I-B-R. certes, mais en Le même temps, E, il est coupé ouais, et il est châtré, en ok. gros. Il est libre, mais en même temps, certes, il est libre. Il n'est pas libre avec un E, mais il est quand même. Enfin voilà, c'est que la Il est conclusion détaché. aurait pu être. Enfin, le livre pourrait s'arrêter ici. Et en fait, il s'avère que le livre continue. Commence ici. Il commence, ouais, presque, absolument. Ouais, tout à fait. ouais. ouais. Je n'en dis pas plus. Je n'en dis pas plus. J'en viens à des questions plus pratiques, enfin aussi pratiques, plus générales sur ton boulot. Je ne sais pas comment le formuler, là, je vais formuler de façon biographique. Quand est-ce que tu es devenue écrivaine? Qu'est-ce qui a fait que tu l'es devenue? En fait, en gros, c'est une question plus sur, c'est une question plus sur qu'est-ce que la littérature. Enfin, à quel moment le fait d'écrire devient la littérature, et à quel moment tu es devenu. À quel moment de le faire non, mais j'ai pas écrit avant de faire de la littérature. D'accord. Si jamais j'en fais. Ouais. Et. Enfin, mais je crois que je suis. Mais parce que je. C'était quoi la première question? C'était à quel moment? À quel moment? Ouais. Mais je pense que c'était très. À quel moment? Vraiment, à quel moment? C'est à mon premier livre. Quand j'ai Mais écrit à quel- mon premier Quand livre. tu l'as écrit, Oui, quand quand tu je l'as l'ai publié, Quand je l'ai écrit. quand Quand tu je l'as l'ai eu écrit, Quand je ou l'ai quand tu as commencé à l'écrire, Quand je l'ai eu écrit. quand tu l'as écrit. Quand je l'ai eu fini. En sachant pas si c'était vraiment un livre. D'accord. On m'a dit que si. Bon. Et est-ce que c'est. On a dit oui, c'est vrai. Ah oui, d'accord. Bah oui, des fois il faut Ouais. quand même que les autres disent quelque chose. Ok, donc c'était par là. Parce qu'en fait, j'essaie de cerner, c'est une question que je me pose, mais j'essaie de cerner à quel moment le fait d'écrire devient de la littérature. Et mes définitions ont évolué en fait au fil du temps. Au début, il y avait une espèce de notion de valeur, enfin un truc très abstrait, en fait, de dire ce qui est bien écrit est littéraire, et qui n'a à peu près aucun sens, enfin qui n'est pas utile, disons, pour entamer une réflexion. Ça peut pas servir d'outil. Et Mais du ça coup, c'est parce que t'écris beaucoup, toi. Je vois, ouais, Je peut-être. crois que c'est pas une question qui se pose à des gens qui écrivent pas. Enfin, avant d'écrire, D'accord. peut-être. Mais moi j'ai rien écrit pendant Mhm. longtemps, en fait. Enfin, longtemps. 33 ans. Mhm. Et enfin, en même temps, c'est pas écrire en naissant. Hein, et j'ai mis longtemps à prendre, alors que je savais bien que je voulais faire qu'un truc, en gros, dans la vie. Mhm. Vraiment, vraiment. Enfin, un ou deux. Mais j'ai freiné longtemps. Bon, puis après, c'est des trucs compliqués, de ce qu'on s'autorise, ce qu'on s'autorise pas, ce qui est dangereux ou ce qui ne l'est pas. Et je pense qu'écrire pour moi c'est très dangereux. Et puis voilà, il fallait d'abord un peu en. Bon, bref. Mais comme j'avais absolument rien écrit, ou quasiment, quoi, j'ai commencé par une nouvelle. On m'a passé une commande Ouais. extraordinaire d'une nouvelle, j'ai écrit une nouvelle. C'était un déclic, hein, quand même, c'est ça le truc. Il a fallu qu'on me le demande, quand même. Et c'était par quel biais du coup? C'était des gens qui savaient que tu avais envie d'écrire du coup. Oui, oui, oui. Et voilà. Et voilà. Et après, bon, voilà. Mais je pense que je me suis dit ça, c'est peut-être de la littérature. C'est vraiment après avoir fini mon premier livre, R, donc Mhm. j'ai content. D'accord. Quand il était fini, ça marche. Quand il a été fini et qu'on m'a dit oui, c'est un livre. C'est ça. Donc il y a quand même il faut un. Après, j'ai un plus assentiment. besoin Ouais. de savoir si c'était un livre pour les suivants. C'était de toute façon un livre. Tu l'as Ouais, fait comme ça. donc, je savais reconnaître. Ok. C'est débile parce que les livres des autres, je sais. Hein. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais je sais pas si c'est débile. Je pense que c'est une question. Enfin, que c'est une articulation qui varie chez les gens, mais qui pose. Voilà, parce qu'il n'y a pas tellement de raisons que tu ne l'aies pas été avant d'avoir écrit. Ou alors si c'est ça. Ou alors c'est l'acte d'écrire. Mais est-ce que si on écrit qu'on n'est jamais publié, on est écrivain? Ah ou oui, pas? oui, les écrivains sans œuvre et tout ça là. Ouais, bah. Tu vois, non. Je pense Donc, qu'on fait exactement ce qu'on peut faire. Ouais. Et que ceux qui passent pas à l'acte ne peuvent pas passer à l'acte.
C'est pas qu'il y a une espèce de mystère, etc., puis qui sont des écrivains en puissance. De toute façon, s'ils sont des écrivains en puissance, ils ne sont pas des écrivains en acte. Mais il n'y a pas de... Enfin, je veux dire, la littérature, c'est ce qui se lit, c'est pas forcément ce qui se fantasme. Moi, je suis très pragmatique. Non, en fait. tout à fait, mais ça me va. C'est à peu près la conclusion à laquelle je suis arrivé aussi. Ouais. Mais je pense que... Oui, puis il y a des gens qui disent « Ah ben j'ai fait le livre comme ça parce que, je sais pas quoi, je voulais que ça se vende, ou je sais pas quoi. » Mais ils ont fait ça comme ça parce qu'ils pouvaient pas le faire autrement. C'est des... Enfin, pour moi, c'est même pas la peine de se poser ce genre de questions. Enfin, Non, mais il n'y a pas de souci. De toute façon, je peux rien. C'est pareil, je me pose des questions. Voilà. Des fois, je les pose. oui. Non, une autre question qui va peut-être aller plus loin, enfin, ce qui creuse aussi cette même idée, c'est le rapport que tu entretiens avec l'industrie du livre, ou non, quoi. Rapport, parce qu'il me semble que tu as dit aussi à l'une ou l'autre reprise qu'il y avait un rapport politique. Alors du coup, alors peut-être que politique c'est pas le mot, mais mais c'est pas obligé. L'industrie. Enfin, le livre tel qu'il est fabriqué, c'est-à-dire maison d'édition, diffuseur, distributeur, libraire. Ouais. Voilà. Cette Et grande machine, le rapport que tu entretiens en tant qu'auteur avec. Ouais. Mais je sais pas, c'est pas obligé non plus. C'est pas pour déballer des choses ni te forcer Non, mais de toute à te façon, mettre on n'est pas assez payé. Ouais. Tu vois. Ouais, ça je suis assez d'accord, mais du coup, est-ce que t'as des... Les libraires, ils prennent 30%. Ouais, Ils sont, tu vois, ils sont Et en- bien nourris. et en- C'est un métier, tout le monde le sait. On se fait de l'argent comme pas possible, n'est-ce pas? T'as fait un tour ici. Et puis après, t'as tous les éditeurs, ils prennent le reste. Et les auteurs, ils restent 10 à 12%. C'est étonnant comme... Non? C'est étonnant. Bon. Mais j'ai de très bons rapports avec mes éditeurs. qui sont J'ai nombreux. des rapports qui s'améliorent. Donc, voilà, mais j'en ai eu des très mauvais. Ouais. Très vite. Enfin, au début, j'ai eu des très mauvais rapports avec mes premiers éditeurs. Puis ça ne fait que s'améliorer, donc je pense que c'est en fonction des ventes. C'est étonnant, ouais. Je me disais qu'est-ce qui s'est passé, mais en fait, je crois que je sais à peu près ce qui s'est passé. Quoi. Mais ça va peut-être se dégrader à nouveau, on sait jamais. Ouais. Bon, et ouais, mais je sais pas si j'ai en tout cas, je pense pas que sur ce qu'on fabrique, l'industrie ait une influence. Je crois pas. Je verrai parce que jusque-là l'industrie m'a pas trop. Il n'a pas mis un gros paquet pressé, d'argent sur la table en disant fais-moi ça. Ah oui, non, oui, mais les commandes c'est autre chose encore. Ouais. Non, voilà, mais c'est pas. Je sais pas trop quoi te Y a dire pas de souci. pour l'instant. Ça marche, on en recausera. D'accord. J'ai une avant-dernière question. Mais peut-être ça bien. nécessite un petit peu. On arrive au bout, t'as vu, tu vois, quand même, tout doucement. Avant-dernier. Avant-dernière, ouais. La dernière est particulièrement gratuite, donc c'est pour ça que je te prêtais un peu. Non, j'ai une question, c'est sur kata. Ouais. Est-ce que, je vais y aller directement, est-ce que kata est ton art poétique? Ah oui, Ok. c'est pas mal. Parce que je me suis dit, ça m'a fait l'impression comme les poètes du 19e qui font leur petit sonnet où ils expliquent ce qu'ils font, enfin voilà, où ils mettent en forme leur projet littéraire. J'ai eu l'impression que Kata, il y avait quand même un assez bon résumé sur la littérature comme sport, enfin pas comme sport de combat, comme art martial. Le corps. Il y a quelque chose aussi dans cet objet qui fait que c'est pas. C'est à la fois, c'est vraiment de la fiction et c'est en plus de la fiction qui part dans tous les sens, mais en même temps c'est pas une narration. Enfin, je sais pas comment dire. Il y a quelque chose, on sait pas ce que c'est en fait. C'est pas un recueil de nouvelles, c'est pas un roman, c'est pas de la poésie et en même temps ça a des caractéristiques des trois. Mais il y a une narration dans chaque C'est ça. kata. Tout à fait. Il y a Et des quand même, univers très denses. Voilà, des univers. Il y a une action, donc il y a une narration. Et il y a une traversée de monde. Bon.
Art poétique, oui, oui, c'est pas mal. Je pense que c'est aussi assez lié à un rapport à l'exercice, mais d'une façon positive, parce que quand on dit exercice en France, c'est scolaire tout de suite, ou exercice de style, tout ça, ce que j'ai assez souvent entendu, hein, puisque je fabrique pas toujours, j'écris pas toujours dans le même état de langue. Et moi, je pense que cette histoire d'exercice, ça m'intéresse de plus en plus, en fait. Et le kata, en vrai, c'est un exercice de sabre, hein, c'est un entraînement. Et je pense qu'il faut exercer la langue. Et qu'il faudrait savoir faire du sonnet et même utiliser la métrique grecque de je sais pas quoi. Enfin, moi, ça m'intéresse. Et c'est quelque chose que... Parce que plus on exerce la langue et plus elle est riche et souple et efficace. C'est justement pas pour tuer, c'est pour l'inverse, c'est pour vivre. Et voilà. Et je pense que cette idée de... Alors, est-ce qu'il y a un progrès? J'en sais rien, tu vois. Mais cette idée de... En fait, moi, je vois bien le rapport entre l'exercice de la langue et l'exercice du pouvoir. C'est assez proche pour moi. Et c'est dans ce sens-là que l'exercice me plaît. Me plaît de plus en plus. Parce qu'il y a une question de rigueur et d'être... Il y a une histoire d'être rigoureux, de contenir quelque chose. De contenir, c'est-à-dire pas forcément de le... C'est pas une histoire de contenu, hein, justement. C'est une histoire de flux énergétique qui doit passer. De toute façon, écrire, c'est passer à la ligne. Il faut que tout rentre dans la ligne. Et puis, faire tout rentrer dans la ligne, c'est quand même pas évident. Et notamment le mouvement, et puis les sensations, enfin, toutes choses comme ça. Bon. Et voilà. Et l'exercice, ça m'intéresse de plus en plus, en fait. Pas comme cadre, hein, mais comme médium presque, comme ce qui permet de faire passer quelque chose de complètement incontrôlé. C'est très paradoxal en fait, mais c'est comme ça que ça m'intéresse. Et kata, c'était vraiment, alors vraiment, j'ai vu les katas, la première fois que j'ai vu les vrais katas que je décris là, c'était après une lecture de Bastard Battle. Il se trouve que dans la salle, il y avait une maître de sabre japonais, française, et une femme en plus, qui m'a dit « Ah, mais il est pas mal, votre personnage de sabreur. » Et moi, j'enseigne le sabre, là, dans je sais plus où, à Paris. Mais venez voir. Et je suis allée voir, et elle a fait les 12 katas. Et j'ai tout de suite vu que c'était de la littérature, que c'était une matière littéraire. C'était là, sous mon nez. Et c'était super beau en plus. Voilà, les hakamas, c'est beau, le geste lui-même est magnifique. Et ça raconte, c'était évidemment un truc de narration absolue, quoi. Puis moi, quand je vois un mouvement, j'entends le son du mouvement, donc j'ai tout entendu là. Et voilà. Et après, je suis allée au Japon et j'ai regardé les mêmes katas par les Japonais, mais ils étaient beaucoup plus nombreux. Hein. Et voilà, et je me suis dit, il faut vraiment prendre, et alors comme c'est un truc d'une rigueur absolue, que vraiment le sabre il s'arrête pas à l'horizontale, mais je sais pas, 3 mm plus bas, c'est 3 mm, c'est pas 4, et puis le maître passe et relève le sabre, ou le baisse, machin, et tous les mouvements de pied, les mouvements de main, la position évidemment des mains sur la poignée du sabre, la façon de... Bon, c'est hyper rigoureux et ça se fait en un temps vraiment donné. C'est pas... rien n'est laissé au hasard. Donc je me suis dit, il n'y a pas contrainte plus forte. Par ailleurs, j'ai horreur de la contrainte. Bon, et donc je me suis lancée dans cette contrainte-là parce que justement, il y a quelque chose... Il y a en fait une espèce de compression parce que ce mouvement-là, il s'agit quand même d'un truc qui tue. Hein, c'est pas... C'est l'art de sortir le sabre et de trancher. C'est pas de l'escrime. Hein. Enfin, ça peut tuer aussi l'escrime, mais c'est je sors, je coupe, je rentre. Voilà, ça dure entre 30 secondes et 40, quoi. Hein, c'est très rapide. Et donc se mettre dans cette contrainte-là de la chorégraphie millimétrée,
et de le respecter absolument, et en même temps de faire apparaître l'ennemi imaginaire dans toutes ses figures possibles. Pas forcément humaines, pas forcément vivantes, pas forcément... Voilà, et de prendre prétexte à faire surgir les mondes. Voilà, et le sabre, alors il n'y a pas de narration, et en même temps, le sabre, il voyage. C'est comme si le sabre était absolument éternel, en gros, et pouvait sortir dans un Japon du 11e, dans le Japon du 21e, et peut-être pas du tout au Japon, et peut-être... voilà. Et je pense que c'est la narration du sabre, parce que aussi, il n'y a pas de... Tu l'as lu? Non. Bien sûr, je l'ai lu. C'est un homme ou c'est une femme? Mais on ne sait pas, ça c'est indéterminé. Non, et puis c'est C'est une femme, mais Ouais, c'est l'impression que j'avais. ouais, il m'a semblé que tu avais cette impression-là. Mais je crois que ça dépend des passages. Ah, ça dépend des Ouais, passages? il m'a semblé aussi. Et alors, c'est un homme ou une femme? Ben, je sais pas. Ouais. Mais personne ne le sait. Hein. Et c'est pas très important non plus. Ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de marque de genre Mhm. et que le lecteur le met. Et ça, c'est toujours marrant. Et c'est important parce que c'est le sabre qui agit. Et que le sabreur, c'est presque... Alors, c'est un corps, évidemment, mais il y a quelque chose de l'esprit qui est juste, qui passe dans la lame, quoi. Et qui est pas... voilà, tu vois, Yourcenar, elle disait, quand on compte, quand on lit, on n'est ni un homme ni une femme. Bah, quand on sabre, c'est pareil. Bon. Voilà. Ça marche. Tu peux rebondir sur le truc de la contrainte, parce que je trouve que c'est vachement intéressant que tu dises que tu n'aimes pas la contrainte, parce que je crois que c'est vrai. Et je pense que la différence entre le... Non, pardon, évidemment que c'est vrai, mais que la différence entre une contrainte littéraire et ce qui se passe dans Kata, mais ce qui se passe dans tous tes autres bouquins aussi, quand tu vas dans des genres qui sont codifiés, c'est qu'en fait, c'est pas des contraintes, c'est des histoires. Enfin, le kata, c'est une contrainte, mais c'est une contrainte qui a été établie. Enfin, c'est une création humaine qui est anonyme, qui s'est perfectionnée jusqu'à atteindre cet état, et donc du coup, c'est aussi habiter une histoire qui a été écrite par quelqu'un d'autre. Enfin, les katas ont été écrits par... c'est une histoire communautaire, mais comme le western a été écrit, et donc c'est aller habiter ces endroits-là. Donc du coup, c'est pas seulement une contrainte, c'est revisiter un récit précédent. Ouais, tout à fait. Mais j'ai tendance à penser qu'il n'y a pas d'inédit et qu'on découvre rien. Et qu'on est tout le temps en train d'essayer d'habiter chez les autres en arrangeant un peu la déco. Ou en reconstruisant des pièces ou en abattant des trucs entiers. Mais c'est comme ça, on est arrivé dans un monde déjà bien construit. Surtout nous. Puis ceux qui viendront, s'il en vient, sera encore pire. Parce que l'épaisseur, surtout avec toutes ces archives là, et l'épaisseur est de plus en plus grande, quoi. Mais oui, oui. Mais moi j'aime bien habiter plusieurs mondes. J'aime pas trop les voyages, mais j'aime bien les mondes. Et puis les déformer, quoi. Enfin, les pousser un petit peu, pousser les formes. Oui, c'est quand même une histoire d'essayer d'aller voir jusqu'où la forme va tenir en elle-même sans rompre, mais en même temps en étant complètement tendue, quoi. Complètement au bord de craquer. Et ça, enfin voilà, par exemple. Petit exemple, par exemple. Oui. Tu nous en lis un petit... D'accord. Kessa Giri. Par le col, la route n'était pas sûre. Par la rivière, si on trouvait un passeur ou une barque, on accomplissait le trajet en 2 fois moins de temps qu'il n'en fallait à pied à travers la forêt quand on ne s'y perdait pas, ce qui était rare. Néanmoins, les gens de la région préféraient la voie de terre et ses méandres solides et les ours qu'on y croisait parfois, qu'un simple grelot suffisait à éloigner. Car la rivière était maudite et hantée. Qui la suivait engageait sa vie. Qui trouvait la barque était pour moitié déjà passé. Qui trouvait le passeur était assuré de débarquer mort. Le dernier corps qui s'était décidé à emprunter ce chemin, un fils de notable d'un courage sans faille, avait été repêché en ville, lacéré et bouffi, les yeux vides, dévoré. La rivière, à l'endroit où je la croisais, était large de 4 perches. Elle coulait sans remous apparent et abritait des carpes à longues moustaches, indolentes et dorées comme des poissons d'agrément.
Son lit était couvert de mousse, parsemé de galets polis qui s'attachaient à faire varier son cours avec une élégante souplesse. Je marchais confortablement. Je passai un coude, un deuxième, et je vis arrimée au tronc d'un arbre par une corde de fer gainée de chanvre une barque qui grinçait sur 2 piquets contre la berge. Son entrave barrait le passage. Quand je m'avançai sur elle, la barque tira sur son frein comme un cheval affolé. La tâche se tendit en claquant. Je sortis ma lame en tournant le fourreau de façon que le fil du sabre apparaisse à la terre, et ma première coupe ascendante trancha d'un coup le câble de chanvre et d'acier qui siffla, et revint gifler l'espace, cependant que ma main gauche rejoignait ma main d'arme sur la poignée de mon sabre pour l'abattre, en coupe oblique descendante, dans la brèche qu'il venait d'ouvrir, et sectionner par le travers le corps de la mare, une scolopendre démesurée, gorgée d'un sérum visqueux. Je reculai d'un pas garde haute, en regardant les pattes des 2 segments de l'animal battre frénétiquement l'air comme pour s'enfuir. Quand il eut terminé, je joignis les pieds, secouai devant moi la boue verdâtre qui lui servait de sang et rengainait. La barque se défit elle-même du reste de liens morts. J'atteignis la ville dans la matinée sans encombre. Un autre? Plus long. Morotezuki. L'ascenseur venait d'amorcer sa descente vers le 14e étage dont le témoin lumineux clignotait au-dessus de la porte. J'avais pris place au 27e niveau, devant un homme vêtu d'un complet sombre qui se tenait au fond de l'habitacle entre 2 femmes au regard baissé. J'avais pris note de la couleur de ses yeux, de la qualité de son costume et de la présence d'une possible relation entre les 2 femmes qui l'encadraient. J'avais évalué la distance qu'il me faudrait respecter pour que la pointe de mon sabre ne les effleure pas, et je leur avais tourné le dos. Je regardais la porte et sur le tableau de commande le témoin du 14e étage dont le clignotement paraissait s'accélérer à rebours du mouvement de freinage qui s'amplifiait comme un rond dans l'eau à l'approche du niveau où la cabine devait s'arrêter une première fois. L'ascenseur stoppa ponctuellement avec un rebond hydraulique. Les battants de la porte s'écartèrent devant moi, et devant la créature au visage masqué face à moi, qui tenait de la main gauche une lance naginata comme une apparition. L'homme au complet sombre frémit dans mon dos. Les femmes qui le flanquaient ne levèrent pas les yeux. La lance transperça l'habitacle sur mon côté droit comme un général qui s'assure d'un point de pénétration dans le territoire ennemi pour y lancer ses troupes d'un mouvement circulaire légèrement ascendant, ravageur. Mon premier pas glissé en avant dégaina mon sabre, le second trancha le haut du masque dont le front et la chevelure roulèrent au sol, le troisième ramassé, vint appuyer un coup de pique délivré à 2 mains dans ce qui aurait dû être la gorge de la créature et qui n'était rien. Derrière moi, l'homme au complet sombre sortait un poing armé de l'intérieur de sa veste. La lame de mon sabre passa parallèlement à mes yeux pendant la volte-face que je fis. La porte de l'ascenseur se referma comme une plaie, la pointe monta vers le plafond et s'abattit avec une accélération marquée au contact du bras qui tenait le pistolet automatique trop fermement. La femme qui se tenait sur ma droite avait glissé contre la paroi pendant l'action et appuyé sur le bouton de déverrouillage de la porte qui recommençait de s'ouvrir dans mon dos avec son bruit de succion mécanique et laissait à nouveau passer l'intention de la créature masquée, fulgurante. Je bouclai mon cercle d'attaque d'un retournement identique au précédent, inversé. Le corps de la lame repassa parallèlement à mes yeux devant mon visage, avant que la pointe ne reprenne de la hauteur et ne fonde depuis sa position zénitale sur le corps de la lance jetée à l'horizontale et ne la coupe, elle et son mouvement de fauche, 2 pouces, avant qu'il ne m'ouvre la poitrine. Le masque chauve se pencha sur les débris de sa lance selon l'inclinaison, qui marque au théâtre la nostalgie ou l'incrédulité. J'essorai et rengainai mon sabre sur le pas de la porte, dont les battants se refermèrent une dernière fois à ce 14e étage, accompagnant mon retour dans l'habitacle d'un soupir satisfait. Nous encaissâmes le décrochement hydraulique de l'ascenseur qui reprenait et poursuivait sa descente, brièvement entravée. Le sol n'eut pas le temps de devenir collant. Et malgré la présence des 2 femmes au-dessus de l'homme au complet sombre allongé derrière moi, je descendis au rez-de-chaussée, sans avoir été dans l'obligation de me retourner une nouvelle fois. Voilà. Merci beaucoup.
Bon, du coup, merci. La dernière question, c'est pas vraiment une question, et peut-être c'est un peu à la débeauté, mais c'était pour savoir si tu avais un conseil de lecture. Là, bim. Comme ça. Un truc cool que tu as lu. Cool. Enfin, Un j'en truc sais rien, ou un truc cool. important, ou un truc... Important. Non, mais après, c'est trop intime. D'accord, pas de problème. C'était au cas où, non, j'aurais dû pas Guillotin, même. Cool et important. Peut-être important, mais pas cool. Où et où? Je sais pas. Non, je sais pas. Ok. Le dernier truc important dont je peux parler sans indécence, Ouais. c'était Russell Hoban qu'on m'a vendu Ouais. ici. Là. Énigme Marcheur. Ouais, Énigme Marcheur, parce que je me suis retrouvée comme si je savais pas lire. Et j'ai adoré ça. Enfin, adoré ça, c'était dur quand même. Hein. Mais voilà, parce qu'il faut annoncer le texte et on part sur plein... Parce que c'est écrit d'une façon très bizarre. Je pense que Cécile est encore en rayon. Oui, là derrière, Jérôme. Dans les messieurs, tout ça, en ouverture là-bas. Voilà. Et ben voilà, c'est quelque chose qui est écrit... En fait, phonétiquement, on comprend voilà, la phrase. La couverture est un peu agaçante et puis il y a du plastique dessus, mais c'est pas grave. Et voilà, on comprend la phrase, mais on voit bien qu'on ne sait plus lire. C'était plein lune ce soir-là. Bah, c'était pleine lune ce soir-là. Oui, mais quand on le lit, il y a l'été, il y a une plaie, il y a la lune quand même, et le soir, il est en moyen français. Donc, on part sur 1000 pistes et 1000 sens possibles avant en fait de comprendre le sens phonétique qui est celui qui veut comprendre, qu'il faut comprendre. C'est celui qui tient la narration. Et il y a quelque chose d'absolument archaïque, à la fois dans le fait de se retrouver comme quelqu'un annonnant vraiment. Et donc là, il y a un effort, et ça aussi, c'est un exercice assez particulier. C'est un effort de lecture qu'on n'a plus l'habitude de faire. Et en même temps, cet archaïsme, il est complètement pris dans l'histoire, où il s'agit quand même de la boue du langage, de la boue de la représentation, et c'est très plastique, et c'est très... Moi, je trouve ça, vraiment, ça, c'est une grande réussite. C'est pas un truc cool. Mais c'est un truc important. Ça marche, merci beaucoup. Merci à toi.